En mai 2024, un professeur dans un lycée de Pékin filme un cours pour ses élèves. Il n'est pas général, il n'est pas à la CIA. Il enseigne la philosophie et l'histoire à des adolescents. Et il leur dit 3 choses. 1. Trump va gagner en novembre. 2. Les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Iran. 3. Les États-Unis vont perdre cette guerre. Il s'appelle Zhang Xueqin, Yale, fellow de la Royal Society of Arts, chercheur associé à Harvard. Presque personne ne regardait sa chaîne YouTube à l'époque. Aujourd'hui, il dépasse les 2 millions d'abonnés, parce que ses 2 premières prédictions se sont réalisées à la lettre. Et ce matin, jour 25 de la guerre, sa 3e prédiction est devenue un peu plus difficile à ignorer. Trump avait donné 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, destruction totale du réseau électrique iranien. Ce matin, 2 heures avant l'expiration de l'ultimatum, Trump a annoncé qu'il suspendait tout pendant 5 jours. L'Iran a répondu en direct à la télévision d'État. Il n'y a eu aucune discussion. Trump a reculé. Alors, est-ce que Zhang Xueqin a raison? Est-ce que l'Iran est en train de gagner une guerre qu'il ne peut pas gagner militairement? C'est ce qu'on va décortiquer. Sa méthode n'est pas mystique. Il combine la théorie des jeux, les patterns historiques et ce qu'Isaac Asimov appelait la psychohistoire, l'idée qu'on peut modéliser le comportement des grandes puissances comme on modélise des systèmes physiques. Sa thèse centrale, l'armée américaine est construite pour le muscle flexing, pas pour l'attrition. Elle excelle à frapper vite, fort, depuis les airs, et elle s'enlise dès que l'adversaire refuse de capituler rapidement. Il compare ça à Athènes en Sicile en 415 avant Jésus-Christ. La puissance dominante part en campagne avec une confiance totale. Elle gagne les premières batailles, et elle se retrouve piégée, incapable d'avancer ou de reculer, jusqu'à l'effondrement. Sur Breaking Points, il l'a formulé clairement, l'Iran a beaucoup plus d'avantages sur les États-Unis. C'est une guerre d'attrition, et les Iraniens se préparent à ce conflit depuis 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'il a forcément raison surtout? Non. Des critiques pointent que ces analogies historiques sont sélectives et que comparer la puissance militaire américaine moderne à Athènes antique est une simplification massive. Mais il a prédit les 2 premiers événements avec une précision inconfortable. Et son cadre d'analyse, la guerre d'attrition contre la volonté politique, décrit exactement ce qu'on voit en ce moment. Le CENTCOM annonce 9000 cibles frappées, 140 navires iraniens détruits ou endommagés, 9000 sorties de combat. Ces chiffres sont probablement vrais, mais ils ne disent pas l'essentiel. Au moins 1047 civils ont été tués en Iran, dont 214 enfants, selon le Human Rights Activists News Agency. La capacité du détroit d'Ormuz est tombée à 5% de la normale. Encyclopædia Britannica, 20 millions de barils par jour en temps ordinaire. Aujourd'hui, presque rien ne passe, sauf les navires des pays qu'Iran considère comme neutres. L'Agence internationale de l'énergie a dit que cette crise représente 2 chocs pétroliers des années 70 combinés en un seul, plus une crise gazière séparée, 11 millions de barils par jour retirés du marché. Le directeur de l'IEA a utilisé le mot « menace majeure » pour l'économie mondiale. Pas alarmiste de nature, cet homme. Des missiles iraniens ont percé les défenses israéliennes, au-dessus de Dimona, à quelques centaines de mètres du réacteur nucléaire. 180 blessés. L'Iron Dome, présenté depuis des années comme impénétrable, n'a pas tenu. Et le rythme des frappes iraniennes a ralenti, mais il continue. Jour 25. Ce matin encore, des missiles iraniens ont créé des impacts dans plusieurs quartiers de Tel Aviv, causant des dégâts importants et au moins 4 blessés. C'est le moment le plus révélateur de cette guerre jusqu'ici, et il faut le regarder lentement. Samedi, Trump menace de détruire le réseau électrique iranien si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici lundi soir. L'Iran répond en listant toutes les infrastructures énergétiques du Golfe qu'il frapperait en retour. Centrale par centrale, pays par pays. Il menace de miner l'ensemble du Golfe Persique, pas seulement Ormuz. L'Iran prévient que toute attaque sur ses côtes ou ses îles déclencherait des mines navales sur toutes les routes maritimes du Golfe. Lundi matin, 2 heures avant l'expiration de l'ultimatum, Trump publie sur Truth Social en majuscule qu'il suspend toutes les frappes sur les centrales iraniennes pour 5 jours, citant des conversations très bonnes et productives. We have had very strong
talks. We'll see where they lead. L'Iran a immédiatement démenti. Le ministère des Affaires étrangères, aucune discussion n'a eu lieu. La télévision d'État iranienne a affiché un graphique. Trump recule face à l'avertissement ferme de l'Iran. Plus tard dans la journée, un haut responsable iranien a confié à CBS News qu'ils avaient bien reçu des points transmis par des médiateurs, pas des négociations directes, des intermédiaires. Ce n'est pas la même chose. Le pétrole Brent était à 114 $ avant l'annonce. Après, il est tombé sous 99 $. Les marchés ont réagi en quelques minutes. Un ancien sous-secrétaire d'État américain a dit à CNN que Trump essayait peut-être simplement d'envoyer un signal au marché pour les calmer. Ce que tout ça signifie concrètement, Trump a posé un ultimatum. L'Iran a répondu avec des contre-menaces suffisamment crédibles pour que l'ultimatum disparaisse. Et le monde entier a regardé. La question qu'on évite de poser directement. Comment un pays sous sanction depuis 40 ans, avec un PIB inférieur à celui de la Belgique, peut-il forcer le président des États-Unis à reculer sur un ultimatum public? La réponse n'est pas militaire. Elle est géographique et politique. Géographiquement, l'Iran tient Hormuz. Et Hormuz n'est pas juste un problème pétrolier américain, le Japon dépend de cette route pour 95% de son pétrole. La Corée du Sud pour plus de 70%. La crise a forcé le Premier ministre sud-coréen à annuler un déplacement en Chine pour gérer les retombées économiques domestiques. Quand Trump frappe l'Iran, il crée une crise pour des alliés dont il a besoin. C'est le levier iranien, pas frapper l'Amérique directement, rendre le coût de cette guerre insupportable pour tout le monde autour. Politiquement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé publiquement à aller à la table de négociation et mettre fin aux hostilités, en soulignant que la situation est critique pour l'approvisionnement énergétique mondial. Le Royaume-Uni a convoqué une réunion d'urgence. Trump gère une coalition qui se fissure pendant qu'il gère une guerre qui ne se termine pas comme prévu. Et le front intérieur américain. 25 jours, 13 soldats américains morts. Le directeur du National Counter-Terrorism Center a démissionné en affirmant qu'il n'y avait aucune menace imminente iranienne justifiant cette guerre. L'opinion publique américaine est hostile à 54 à 59% selon NBC et CNN. Israël, de son côté, déclare qu'il a des milliers de cibles restantes et des plans pour plusieurs semaines supplémentaires de guerre, ce qui ne coïncide pas exactement avec l'agenda de Trump qui parle de règlement très vite. C'est ça la mécanique que Jeng avait décrite. Pas une défaite militaire américaine. Une guerre qui dure plus longtemps que la tolérance politique américaine. Et l'Iran le sait. La réponse honnête est inconfortable des deux côtés. Militairement, l'Iran perd. Son programme nucléaire est sévèrement dégradé. Sa marine est décimée. Des pans entiers de son infrastructure militaire sont en ruine. Netanyahou lui-même a déclaré que l'Iran n'avait plus de capacité d'enrichissement d'uranium ni de missiles balistiques à longue portée. Mais stratégiquement, l'image est différente. Le régime tient. Le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, fils du précédent, élu sous les bombardements, gouverne. Les proxies, Hezbollah, Houthis, milices irakiennes continuent d'opérer sans attendre d'ordre de Téhéran. Et Trump vient de reculer devant une menace iranienne, en direct devant le monde entier. Dans les capitales qui observent, Pékin, New Delhi, Brasilia, Pretoria, ce moment n'est pas lu comme une victoire américaine. Il est lu comme la preuve qu'un pays sous sanction depuis 40 ans peut contraindre la première puissance militaire mondiale à modifier son comportement public. Ce signal-là ne s'efface pas. Jiang Zemin n'a peut-être pas raison sur tout. Ses analogies ont leurs limites. Mais son cadre de lecture, la guerre d'attrition contre la patience politique, décrit exactement ce que ces 25 jours montrent. Et dans 5 jours, quand la pause de Trump expirera, on verra si c'était une ouverture diplomatique réelle ou juste du temps acheté. We're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us. And I would say at the end of this period, I think it could very well end up being a very good deal. On se retrouve dans la prochaine.